Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Et bien aujourd'hui, je t'amène avec moi découvrir une chute d'eau perdue en plein milieu de la campagne écossaise. Alors ça fait 13 ans que j'habite en Écosse. Et je peux te dire, au bout de 13 ans, je suis toujours aussi amoureux de cette terre que je l'étais au premier jour. Pourtant, après 13 ans, eh bien, je suis encore régulièrement sur la route. Non pas pour me rendre d'un point A à un point B, c'est évident. Non, pour découvrir des lieux au potentiel photographique intéressant. Personnellement, j'en ai besoin pour moi, pour pouvoir créer mes photos. Mais j'en ai également besoin pour préparer, en fin de compte, les stages que j'organise tout au long de l'année ici en Écosse. Tu vois, une chose dont je suis fier, c'est que quand j'organise mes stages ici, eh bien, j'aime à croire que j'amène mes stagiaires dans des conditions assez exceptionnelles pour perfectionner ou pour apprendre la photographie. J'aime les amener dans des lieux qu'ils n'ont pas pu lire forcément dans un guide touristique ou en ligne sur Flickr et autres plateformes. Et donc, du coup, eh bien, ça me demande de parcourir les routes, les chemins écossais pour justement trouver ces petits joyaux. Eh bien aujourd'hui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je vais aller visiter et je t'amène avec moi, visiter cette cascade perdue en plein milieu de la campagne écossaise. Je n'y suis jamais allé. Tout ce que je sais, c'est quelques lignes que j'ai pu lire sur Internet et puis les recherches que j'ai pu faire sur la carte. Alors, qu'est-ce que je sais? Eh bien, c'est apparemment une cascade assez importante, perdue en plein milieu nulle part, au long d'une rivière et dont l'exposition facilite en fin de compte une photo plutôt en fin de journée, voire coucher de soleil et généralement au printemps. Alors qui dit cascade dit forcément une lumière plus ou moins douce, on va éviter des rayons de soleil assez importants direct dessus. C'est une des raisons pour laquelle ça fait longtemps en fin de compte que je planifie cette sortie, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas le faire à cause de mon emploi du temps, me libérer en fin de journée, j'ai quand même une heure et quart de route de chez moi pour y aller. Et donc du coup, le temps d'y aller, il faut quand même une journée relativement longue et en hiver, on n'a pas des journées très longues au niveau de la luminosité. Et puis je me suis dit que, vu la taille de la cascade et vu toute l'eau qui est tombée ces mois précédents, eh bien, j'ai pas forcément envie d'avoir beaucoup de vent non plus. Ça va nous créer ces embruns qui vont pas rendre la chose facile. Donc aujourd'hui, normalement, il pleut pas. Normalement, apparemment, il n'y a pas vraiment de vent aujourd'hui. C'est une journée relativement couverte avec des nuages, mais quand même avec le soleil qui apparaît à l'horizon. Donc ça devrait être intéressant, je pense. Je peux aujourd'hui y aller relativement de bonne heure, entre guillemets, puisqu'en fait, il est 2h moins 10 de l'après-midi, on est un vendredi, et on est en janvier là. Et normalement, le coucher de soleil est à 5h, mais je vais y être avant pour découvrir les lieux et voir si effectivement le potentiel de ce lieu se résume en fin de compte ou se limite simplement à un coucher de soleil. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose avant ou j'allais dire après? Non, avant forcément. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte d'y aller. Donc pour moi, j'ai à peu près maintenant 1 heure de route. Pour toi, bien sûr, c'est à peine dans quelques secondes. Allez, on se reparle une fois arrivé. Alors on est enfin arrivé, j'ai pu me garer relativement facilement, il n'y a pas d'autres voitures, donc je pense que ça va être simplement toi et moi aujourd'hui. Allez, on en a normalement à peu près pour 10 minutes de marche je pense. Allez, c'est parti. Hear the silence of the wind. Time is standing still. Feel the lore of days gone by and see the white stag on the hill. I stand alone on the moor, watch the hawk in flight. Alors je dois t'avouer que j'entends de l'eau qui coule. Ouais! Waouh! Sublime! Regarde ça! Absolument magnifique. Alors je ne sais pas à quel point ça rend sur la GoPro, mais en tout cas c'est assez exceptionnel. Et quel débit!
quel débit vraiment. Ah. Alors tu vois, on a le soleil là-haut. Il va donc se coucher sur le côté. Le chemin que l'on est en train de prendre, en fait, va faire le tour apparemment. Et on va arriver à gauche de la cascade en haut. Et j'ai bien peur que ce soit assez difficile de descendre en bas. Là, on n'a pas de possibilité. Vraiment, de faire une photo à cet endroit-là ne rendrait pas justice au lieu, je pense. Pourquoi? Tout simplement d'un point de vue éclairage déjà. On a une lumière qui est en haut, rétro-éclairée. Ça fait un résultat plutôt plat dans son ensemble. Donc là, je ne vais même pas le tenter. Je verrai en rentrant, en passant avec l'iPhone, comme ça. Mais ici, là, ça donne pas grand-chose. Mais c'est assez incroyable à quel point ça descend. Ce qui est assez incroyable surtout, c'est que la rivière, elle est toute petite. C'est à peine un petit ruisseau. Certes, il y a un énorme loch, à peu près à 1 km, 2 km au-dessus. Mais c'est impressionnant de voir ça en plein milieu de nulle part. Allez, on va voir plus près. C'est parti. Taste the heather on the breeze and feel the stillness of the night. Watch the deer move down the glen in the early morn, sense the quickening of the heart with the rising of the sun. Waves are crashing on the shore. Hear the sea. Alors, je dois t'avouer que c'est un lieu quand même assez remarquable à l'œil nu. J'ai hâte d'amener Sky et mon épouse pour qu'elle puisse elle aussi apprécier ce lieu. Maintenant, il est temps de voir ce qu'il est possible de faire avec un appareil photo. Alors, je dois dire que c'est, comme je dis toujours, l'évidence n'est jamais évident à capturer. Et là, eh bien, c'est une chute d'eau et c'est pas forcément si simple que ça. Alors, je t'amène avec moi, tiens, avant de prendre l'appareil. Regardons un peu ensemble ce que cela donne. Alors, cette vue-là est assez intéressante. Moi, ce que je remarque déjà, c'est que d'ici, tout au loin là-bas, eh bien, il y a le bosquet et puis derrière, il y a une falaise. Cette falaise, elle est assez intéressante, je trouve. Alors, ce qu'il y a, c'est que le soleil, pour l'instant, il est là. Donc, il va tourner, il va tourner, il va tourner. Il va sûrement se coucher par là-bas. Ce que j'espère, c'est qu'on va avoir assez de nuages sur toute cette partie ici et en fait, avoir de l'éclairage, une source de lumière, en fait, par là-bas au coucher de soleil. C'est ce que j'espère. Alors, pourquoi? Parce que déjà, rien que la vue d'ici est assez intéressante. On a cette vallée, en fin de compte, droit devant. On a cette chute d'eau ici. Tu remarqueras d'ailleurs qu'on a une... On voit qu'il y a ce gros rocher là qui est là. Et ce gros rocher, il est en suspension sur d'autres rochers qui se trouvent dessous et on voit à travers. C'est quand même pas si mal que ça. Et puis, plus on va se décaler sur la gauche, plus en fait, on va créer de l'espace entre ce bloc qui est là et ce rocher qui est ici. Alors, si on se met là sur le côté, si tu as assisté à mes stages en vallée d'Osso où on capture une chute d'eau, j'ai toujours dit en fin de compte qu'il est très rare de photographier une chute d'eau de par le haut. Tout simplement parce qu'on ne voit pas grand chose et puis on est amené à baisser, à incliner son appareil. Et quand on incline un appareil, eh bien on change la verticalité. Oui, le terme que j'adore, verticalité. Et donc du coup, en fait, on perd tout sens de perspective. Alors ici, je trouve que la vue est quand même, c'est la première que l'on voit quand on arrive ici. Et je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Le tout, ça va être de pouvoir capter cette chute-là, la chute qui sont derrière. Est-ce qu'il est intérêt de capter également cette chute d'eau là qui descend ici? On verra. Le cadrage tel que tu le vois comme ça en 16/9, il n'est pas si mal, mais seulement je trouve que le rocher ici attire beaucoup trop, enfin les plaques en fin de compte, attirent beaucoup trop le regard et je préférerais me concentrer un peu plus sur la chute d'eau et puis ce point-là, peut-être ce rocher également là. Alors effectivement, en cadrant comme ça, c'est pas si mal, mais non, après j'aime pas forcément le rocher qu'on a ici. Alors, on pourrait se demander effectivement, et si on fait une sorte de carré et quelque chose comme ça, ça pourrait peut-être fonctionner. Voilà. Et légèrement en hauteur, voilà, juste un carré ou un 4x5, je pense que ça serait pas mal. Alors, si on continue, eh bien, là, on devient de plus en plus en haut de la chute d'eau. Et donc, du coup, comme je te disais,
eh bien généralement le potentiel est très très pauvre photographiquement parlant. C'est toujours impressionnant hein, d'être au-dessus de la chute d'eau, on a l'impression d'être comme Leonardo DiCaprio sur le Titanic, un petit peu King of the World. Mais là, là non, on perdrait toute proportion. Et puis tu vois, si on cadrait quelque chose comme ça, où on apprécie ce rocher, en fin de compte, cette chute d'eau, cette douche que l'on a, eh bien on ne peut pas vraiment l'apprécier. Il y a un tel débit aussi que ça nous limite ce que l'on est capable de faire. Si on avait beaucoup moins d'eau, eh bien ça pourrait être intéressant. Il faut garder aussi en tête que comme on va être en fin de journée, si on veut figer un petit peu, avoir du filet dans l'eau, comme j'appelle à chaque fois, c'est-à-dire des détails du mouvement et pas avoir quelque chose simplement qui n'a aucun détail, aucune texture, eh bien on va être obligé de monter les ISO, c'est certain. Alors après il y a aussi ici, mais si on cadre quelque chose comme ceci, eh bien c'est pas forcément intéressant. Certes c'est intéressant sur la gauche, mais là sur la droite, cette partie-là ne l'est pas. On pourrait même se demander si ça vaudrait le coup simplement de faire un petit cadrage comme ceci et jouer minimaliste. Ça pourrait effectivement fonctionner. Alors, on pourrait se demander effectivement, est-ce que ça vaut le coup d'aller au-dessus? Alors, ben, allons voir justement quel est le potentiel au-dessus. Alors, ça nous note une autre perspective et d'ailleurs, tu n'entends sûrement pas autant l'eau. Je ne sais même pas si l'audio est assez bon quand j'étais plus bas parce qu'il y a énormément de bruit à cause de ce battement de l'eau. Et regarde, on est vraiment juste au-dessus en fin de compte de la chute. C'est pas intéressant en soi, mais ce qui peut être intéressant, c'est simplement cette formation de rochers avec les herbes et puis avec l'arbre qu'on a là. Alors l'arbre qu'on a là, on y voit à travers et donc du coup, il perd tout son intérêt, cet arbre-là. Si je me déplace un petit peu sur le côté, voyons ce que ça donne. Eh bien, non, de toute façon, on peut pas l'échapper. Alors de traverser, on pourrait essayer de traverser. J'ai peur qu'il y ait quand même beaucoup trop d'eau. Hein, quand même, j'ai que des bottes aujourd'hui. J'ai pas apporté ma grande combi, donc je pense que je peux pas traverser. En plus, j'y vois pas à travers. Et quand bien même si je traversais, je pense que le problème d'être de ce côté-là, comme la lumière va être dans mon dos, ce que l'on va gagner, c'est d'éclairer en fin de compte davantage l'eau et pas forcément. On va forcément éclairer les rochers en même temps, mais j'ai peur que l'eau soit beaucoup trop lumineuse à ce compte-là. Donc je pense vraiment que la vue intéressante va être de ce coin-là, là où on était au début, et en direction du soleil, en direction de la lumière. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre effectivement l'appareil. Les premières étapes, bien sûr, ce n'est pas d'avoir une exposition correcte. Il ne faut surtout pas prendre non plus le trépied, comme je dis toujours. La première étape, c'est la composition. La composition, c'est ce qui prime. Tu peux avoir une superbe composition et une exposition qui n'est pas terrible, ça, on regardera ta photo, on dira waouh. Tu peux avoir une exposition qui est spot on, qui est parfaite, correcte, mais si d'un point de vue créatif, d'un point de vue composition, ça vaut rien, ta photo, elle vaut rien. Voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire, eh bien, je vais te poser ici sur le rocher pour que je puisse évoluer un peu plus facilement. Et si je trouve un spot final, eh bien peut-être que je te rapprocherai. Alors je vais vérifier quand même que tu vois un maximum de la scène. Tu n'as pas besoin de voir autant le ciel. Voici comme ceci. Alors si tu te demandes si on peut descendre et aller voir ce qu'il y a en bas, apparemment il y a un chemin là. On ira voir tout à l'heure ce que ça donne s'il y a du potentiel. Alors pour commencer, eh bien, je vais utiliser mon 5D Mark IV et je vais prendre une plage focale qui est assez vaste, c'est-à-dire le 24-70. Voilà. Alors, là, tu peux te mettre en priorité à l'ouverture ou en mode manuel, ça ne change strictement rien. C'est vrai que j'ai tendance à mettre en priorité à l'ouverture à ce moment-là, simplement parce que comme ça, il règle l'exposition plus ou moins lui-même et puis je peux me concentrer sur la composition. Alors, comme d'habitude, eh bien, j'aime bien utiliser le Live View. Il est là, autant l'utiliser. Et donc, c'est aussi ça qui me permet de voir avec différents aspects ratios, du style 4/5e ou bien 2/3 ou 16/9 ou autre. Donc, ça, c'est une fonctionnalité que j'apprécie énormément. Voilà. Alors, regardons ce que ça vaut. Déjà, ne serait-ce que d'ici, là. Alors, je vais éclairer davantage parce que c'est un petit peu sombre. Et t'en fais pas, je vais faire des photos à chaque fois. Alors, on est à 24 mm quand même, c'est quand même assez large. Si je fais une photo comme ça, aussi large que ça, est-ce que c'est intéressant? Ben, en soi, pas tant que ça. Tu vois à peu près la scène dans laquelle on va évoluer, mais c'est pas si intéressant que ça, même avec la gestion de filtres, etc.
Je trouve que là, il y a une plateforme sur la droite, sur la gauche qui attire énormément le regard. On n'a pas tant de verticalité, on la perd justement parce que je me suis penché comme ceci. Donc je pense qu'en se rapprochant déjà. Et puis, après, ce qui est vraiment intéressant, c'est encore une fois, hein, c'est ce bosquet là-bas. Donc, d'être à 24 mm, on a peut-être tendance à le perdre aussi, quoi. Alors, à la verticale, ça peut être aussi intéressant. Ça peut être intéressant. Et puis, on retrouve cet arbre là, cet arbre qui n'avait pas de feuilles là-bas. Et du coup, maintenant, il apparaît en fin de compte dans le ciel. Alors, attends, je vais assombrir un petit peu pour qu'on puisse un peu mieux juger. Voilà. Il ressort dans le ciel. Qu'est-ce que ça donne? Alors certes, le coin droit, il est très sombre, c'est certain. Mais d'un point de vue composition, c'est pas... Ce que je me dis, en fin de compte, c'est que le 2 par 3, pas le 16/9, le 2 par 3, qui est le ratio standard, correspond pas forcément à ce que j'ai envie de voir dans cette scène. Donc j'ai envie de le changer. Et du coup, je vais passer en 4/3. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à dire 4/3 ou 4/5, ça dépend. Les deux, en fait, fonctionnent bien. J'ai pas le 4/5 ici, j'ai que le 4/3, mais c'est pas si loin l'un de l'autre. L'avantage du 4/3, du 4 par 3, c'est qu'en fin de compte, ça me permet de couper un peu l'horizon tout en gardant la largeur de la photo. Donc on a les avantages du carré sans en avoir trop les inconvénients. Et là, je zoome quand même. Je zoome. Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile. Je t'avoue que je vais monter les ISO pour pouvoir avoir un peu moins de fluidité dans la chute d'eau. Et pour l'instant, je l'ai monté à 800. Voilà. Je l'ai monté à 800. Et là, du coup, je devrais pouvoir figer effectivement, puisqu'on est passé à 640e. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ça nous permet de voir un petit peu plus de détails. Si je compare celle-là à celle d'avant, c'est-à-dire qu'on avait du mal à voir à travers. Là, maintenant, on y voit un petit peu mieux. J'aime bien les gouttes qui sont en suspension. J'ai l'impression que je suis quand même un poil de trop sur la gauche. Alors je t'avouerai que j'aime plutôt assez la vue que j'ai là. J'ai presque l'impression que 24 mm, c'est un petit peu court, curieusement, ici. Et si je me mets comme ça, là. Alors, il faut que j'éclaircisse davantage. C'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas encore ça. Mais j'ai vraiment... Je me demande si en fait c'est le carré que je cherche. Voilà, avec le carré, d'un seul coup, eh bien, on se concentre davantage sur ce qu'il y a d'intéressant dans cette scène. Tiens, voilà, je te l'affiche là, le carré, pour que tu regardes. Et puis, je regarde, moi, ce que ça donne. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Parce que c'est pas le tout. Il ne faudrait pas quand même croire qu'il suffit simplement de prendre des photos comme ça. Et puis, à peine tu les regardes en une seconde, tu connais la composition. Tu dis, ah ouais, c'est bon, ça va être ça. Non, il faut quand même réfléchir. C'est la difficulté, en fin de compte. Je t'avouerai que quand j'enregistre ce type de vidéo où je te parle, etc., eh bien, j'ai toujours cette conscience de ne pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Mais la réalité des choses, c'est que, comme tu as pu voir quand je t'ai amené dans les Pentlands, si tu n'as pas vu la vidéo, elle s'affiche ici, eh bien, ça prend du temps rien que pour faire une seule photo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours une seule photo. Si j'en prends plus, eh bien, tant mieux. Mais ce qui m'importe, c'est d'en prendre une, et une qui soit bien. Voilà. Même si ça ne m'empêche pas de revenir après. Mais au moins, j'aurais affiné la composition pour cette photo-là. Et si les conditions ne sont pas top, eh bien, je reviendrai, je referai la même photo, mais avec les conditions différentes. Voilà. Mais je veux toujours en avoir au moins une. C'est un véritable travail, en fin de compte, la photo. C'est pas simplement, tiens, je capture la photo, c'était l'émotion que j'ai capturée à ce moment-là, pof, je la prends sur le coup. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Alors, toujours avec... Et tu vois, en étant en carré, eh bien, c'est pas si mal, mais je trouve qu'à 24, je suis un petit peu court. Donc, j'ai envie de passer avec le 16-35, gagner, je vais peut-être descendre à 20 mm, pas plus, mais je suis un petit peu court, comme dirait Edmond Rostand. Alors, voilà.
16,35. Voilà. Et là déjà à 16. Alors si tu te demandes ce que ça donne à 16, eh bien, voilà au carré ce que ça donne. Ce qu'il y a, c'est pas mal du tout, mais je ne suis pas certain d'avoir besoin d'avoir le rocher de droite dans sa totalité. Donc du coup, et je ne suis pas certain non plus d'avoir besoin, par exemple si je fais cette photo, je ne suis pas forcément certain d'avoir besoin de la chute d'eau que tu vois complètement à gauche sur la bordure. J'en ai pas forcément besoin non plus. Alors je t'avoue, maintenant que je suis au carré, j'ai envie de voir ce que ça donne en 4 par 3. 4 par 3 en hauteur, ça donne quoi? Et si on descend un peu? Ah, là on commence à avoir quelque chose. On commence à avoir quelque chose. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois ça. Donne-moi une seconde. Voici. Et là, on est à... Bah, bizarrement, je suis à 30, à peu près 29-30 mm. Et je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Mais ce que je m'aperçois, c'est qu'on a des rochers en bas. Donc si je la fais plus à l'horizontale, à la verticale, en me concentrant un peu sur les rochers, voilà. C'est peut-être pas si mal que ça en fin de compte. C'est peut-être un petit peu coupé sur la gauche, je l'avoue. Hop, voilà. Alors. Ah, c'est pas mal du tout ça. C'est pas si mal du tout. Alors voilà, je t'ai décalé pour que tu puisses apprécier davantage. Je vais aller chercher le trépied parce que je pense vraiment que ce lieu-là, c'est le bon. Voilà. Et puis la lumière, elle devient très intéressante là-bas avec le reflet sur le bosquet sur la colline. Alors j'ai décidé de ramener tout mon matériel avec moi pour l'avoir de plus près. Ça sera quand même mieux pour travailler. Voilà. Maintenant, le trépied. Alors, si tu veux savoir les détails du trépied que j'utilise, eh bien, je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Elle s'affiche ici. Et puis, je vais mettre donc la tête pour mon trépied. Tu as vu, j'adore vraiment, quelqu'un a dit le planter de trépied la dernière fois quand j'en ai mentionné. J'adore ces pics. Regarde ça dans un élément comme ça, c'est parfait. Ça ne bouge pas. Voilà. Alors qu'il dit trépied, il dit forcément tête de trépied. Donc, la voici. Si tu veux tout savoir sur la tête de trépied, pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça s'affiche ici. Voilà, maintenant l'appareil. Alors, comme la dernière photo que j'ai faite, eh bien, je l'ai faite à 31. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je l'ai fait à 26. Non, la raison pour laquelle je réfléchis, c'est que je me dis que je pourrais très bien aussi utiliser le T-shift. Écoute, je pense que je vais utiliser le T-shift, ça va me permettre d'avoir un peu plus de verticalité. Alors, le T-shift, il est où? Voilà. Ce qui va me permettre en fait de descendre l'objectif tout en restant parallèle à la scène et donc garantir que la scène reste bien correctement. Alors, du coup, ben, ça va être quelque chose à la verticale que je vais faire entre le 1 et le... Comme j'ai dit, hein, ça va être entre le 1 et le 4 tiers, peut-être 4 par 5. Mais en tout cas, ça va être vertical pour le début. Alors, je commence déjà à régler tout ça. Voilà, tout a l'air d'être bon. Et puis, il va me falloir bien sûr mes filtres. Voilà, mes filtres gradués que je vais prendre avec moi. Comme ça. Et puis, la télécommande. Voilà. Ça, il ne reste plus qu'à la mettre. Voilà. Alors, composition maintenant. On revient ici. Avant que je plante le trépied, regardons dans le live view, m'assurer que c'est ce que je souhaite. Alors, c'est un peu sombre pour apprécier tout ça. On va éclairer davantage.
Ok, donc ça c'est bien ça. À 24. Si je passe à 1. Voilà, donc je pense que ici ça va le faire. Je vais me rapprocher un poil tant qu'à faire. On va rester en bas, hein. L'avantage de se baisser aussi, c'est que ça nous permet de donner de l'importance à la chute. Voilà, là ça ne bougera pas. Par contre, j'ai fait tomber mon câble. Voilà. Est-ce qu'il fonctionne là? Oui, c'est bon. Alors, composition. Première chose, faire afficher l'horizon pour s'assurer que je sois non seulement bien droit à l'horizon, et puis après je vais descendre mon objectif. Voilà. Là, ça me semble être bon. Et maintenant, on va descendre un petit peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais t'afficher le... Je vais passer en vidéo, tiens. Alors, certes, ça va être en 16/9 pour la vidéo, mais c'est pour te montrer ce que je gagne. Donc là, je suis à l'horizontale. Donc, je lance la vidéo. Voilà. Et là, je vais descendre, en fin de compte, l'objectif. Voilà. Je vais le descendre, je vais le descendre, je vais le descendre jusqu'à avoir la composition qui m'intéresse. Voilà. Donc, je pense que là, ça me donne la scène au milieu. Voilà, ça donne une idée. Bon, j'arrête la vidéo, je repasse en mode photo. Je remets le live view, voilà. Donc, je retire les infos. Maintenant, ce que je veux me concentrer, c'est m'assurer que la composition est correcte de droite à gauche. On va assombrir un petit peu la scène. Voilà. Alors, pour l'instant, je vois effectivement, je suis descendu relativement bas. Je vois le trou dans le rocher. C'est vraiment pas si intéressant que ça. Mais ce qui serait intéressant, c'est que si je fais une photo là, et que je m'amuse à regarder en fait la différence qu'il y a entre cette photo et ce que j'avais avant. Est-ce que je vois une différence? Eh ben, c'est vrai que ça me permet de... c'est un petit peu plus droit quand même. C'est un petit peu plus droit au niveau des verticales. Alors, de droite à gauche maintenant, au niveau de ma composition. Je pense que je vais être amené à recadrer de toute façon. Mais pas de beaucoup. Alors, je suis peut-être descendu un petit peu trop. Et je pense que voilà, si je me le fais ici, là, j'ai plus le trou en bas. J'ai plus le trou d'eau. C'est déjà mieux. Alors, je vais passer en mode manuel maintenant. Et maintenant que je suis en mode manuel, je vais utiliser mon polarisant, mon porte-filtre sur lequel je vais mettre le polarisant. Pourquoi? Parce que ça va sûrement m'aider au niveau des rochers qui sont humides. Je pense que ça peut être intéressant. Je vérifie que mon objectif est propre. Je vais lui passer un petit coup de chiffon juste avant de mettre le filtre, tant qu'à faire. Voilà. Maintenant, le filtre polarisant, si tu veux savoir le système que j'utilise pour le filtre polarisant et pour mon porte-filtre, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a cet été. Et bien le lien s'affiche là-haut, ici. Voilà. Alors, voilà le polarisant qui est mis dessus. Il n'y a pas de pluie ou quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin du pare-soleil pour l'instant. On verra si j'en ai besoin tout à l'heure. Un petit coup de chiffon sur le devant, ici. Voilà, il est propre. Comme ceci. Alors, regardons ce que ça donne. Déjà, je veux voir si le polarisant me fait quelque chose. Effectivement, c'est énorme. Je vais afficher en vidéo maintenant pour que tu puisses voir. Regarde. Tu vois ce que ça donne? Regarde, à quel point là, si je mets ça, tu vois à quel point la luminosité sur les cailloux est importante. Et là, on voit à travers. C'est peut-être pas l'idéal de le faire au maximum, de mettre la position au maximum. C'est peut-être des fois de trouver un entre-deux, comme ceci. Donc on va voir. Mais voilà, c'était pour te montrer. Donc je repasse maintenant en photo.
Et puis, il faut que je règle ce ciel. Alors, avant que je règle ce ciel, il faut que je m'occupe surtout des ombres. Je voulais pas prendre cette photo. Ah. Apparemment, ma batterie... Non. Non, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop. Voilà. On va s'occuper des ombres. Alors. Au niveau des ombres, c'est plutôt pas si mal. Alors, je vais pas shooter à 5-6. On n'est pas relativement proche. Le plus proche, il est à 5-6 mètres de là où je me trouve, le plus proche des détails. Donc, c'est pas besoin d'être à F13. C'est une bonne chose déjà. Donc, on va voir. Je pense que j'ai pas trop envie non plus de fermer. F11, j'ai peur qu'on se retrouve à avoir une vitesse trop lente. Là, je suis déjà à 40, un 40e. Je suis à ISO 800 déjà. Si je fais une photo comme ça, j'ai peur que la vitesse... Et là, j'ai l'appareil. Donc, c'est ma batterie. Ma batterie qui s'arrête. Alors, on va changer la batterie. C'est toujours bon d'avoir plusieurs batteries avec toi. La preuve en est. Si tu veux savoir quelle batterie j'utilise, eh bien dans l'article blog qui accompagne cette vidéo, eh bien je te mettrai le lien des batteries que j'ai achetées sur Amazon. Elles ne sont pas Canon, pas toutes celles que j'utilise sont Canon et je dois dire que je n'ai pas de problème avec. Je les ai depuis plusieurs années. Alors, là effectivement c'est trop sombre pour les ombres. Et tu vois, je passe à 1/10 de seconde maintenant. Et si je fais la photo à 1/10 de seconde, le rendu sur l'eau, eh bien c'est pas si mal que ça en soi. C'est pas si mal que ça. On voit, on a le filet de l'eau. On a le filet de l'eau. Et ce que je vais faire, ouais, c'est vraiment pas si mal que ça. Je m'attendais à beaucoup plus lent. Voilà, donc non, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et puis si je regarde en bas la base est sympa. La base est assez sympa. Maintenant, je vais me concentrer au niveau de la mise au point. Alors, la mise au point, ce que je vais faire, je le fais à chaque fois, c'est toujours pareil. Je regarde la partie la plus en bas, la plus proche de ma scène. Il va y avoir des détails, ça risque d'être ici. Voilà, c'est cette feuille. Et puis, je fais la mise au point manuellement hein, sur un petit shift, c'est toujours manuellement. Et là, je fais la mise au point le plus loin et petit à petit, je me rapproche jusqu'à inclure. Ça, voilà qui est fait. Et quand je vais au loin, je vais voir si j'ai du détail. Alors, on va voir ce que ça donne. Je fais une photo. J'ai une superbe netteté sur l'herbe de devant. Je dois dire que l'herbe en bas là est quand même super sympa. Super sympa, mais je suis pas sûr que je l'aurai. Est-ce que je l'aurai cette partie-là? Non, je vais la couper de toute façon, donc elle ne sera pas dedans. Elle sera pas dedans. Alors, ce que je veux regarder, c'est au loin. Au loin, c'est loin. C'est le statement de la journée. Hein. Au loin, c'est loin. Mais ça me paraît être correct. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est au niveau exposition, si je regarde encore, et j'affiche les histogrammes par exemple, ah ben ça va, je suis pas, j'ai du détail dans les ombres. J'ai du détail dans les ombres. Alors maintenant, on va utiliser un filtre gradué pour le haut. Alors de combien? Eh bien, déjà, je pense que j'ai une ligne assez tranche, je dois dire. Donc, médium, je pense que ça suffirait. Et on va voir si avec un 2 arrêts, ça suffit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je voulais régler le polarisant. Tout d'abord, alors, voilà, garder un petit peu de brillance quand même. Hop, voici. Et maintenant, je descends. Eh bien, c'est pas assez en fin de compte. C'est pas assez. C'est pas assez. Ça fait quelque chose, mais c'est vraiment pas assez. Donc, 2 arrêts, c'est pas assez. J'ai passé donc en 3 arrêts. Et je me demande même si le médium, ça serait justement
ça risque de ne pas être assez au niveau de la transition et d'avoir besoin du dur. On va voir. Tu vois, même c'est super lumineux au loin. Et c'est super lumineux. Et du coup, même le 3, ça suffit pas. Le 3, ça suffit pas. Et si je descends davantage, ouais, non, c'est beaucoup trop lumineux en haut. Ce qui m'embête là à l'heure actuelle, c'est de voir qu'on a un nuage qui est sur l'horizon et c'est lumineux au-dessus. Et ça m'embête, je dois dire. Ce que je me demande, c'est est-ce que je couperai d'ailleurs davantage. Ça serait aussi une possibilité au niveau du cadrage. Est-ce que je pense que de toute façon, je vais être amené à zoomer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ceci. Alors, du coup, je vais rajouter le deuxième en médium. Donc, deux arrêts, comme ceci. Alors, je m'assure à ce qu'il soit dans le bon canal. De toute façon, j'en ai que 2 canaux là sur celui-là. Donc, je vais le descendre. Et on va voir si ça va nous aider tout ça. Alors, j'ai effectivement récupéré du détail. Donc, je vais bloquer ça. Voilà. Ah, tu vois, même le médium de 2 arrêts, il est même pas assez. C'est très... il y a une telle différence de luminosité. Ça paraît peut-être pas avec la GoPro, mais il y a une telle différence de luminosité entre ici et là-bas que c'est pas assez. Alors heureusement, j'ai un filtre de 4 arrêts. 4 arrêts, mais il est en dur celui-là. On va voir si c'est pas un peu trop. Je vais retirer les 3 arrêts. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Écoute, je fais la photo. Regarde. Tu vois à quel point le filtre déjà nous sauve la mise. Je vais remettre le 9 dans la boîte. Ce que je veux faire, c'est que je vais le remonter. Je vais remonter comme ceci. Je reprends la photo pour que tu puisses apprécier. Voilà, sans aucun filtre, juste le polarisant. Tu vois à quel point c'est super lumineux. Maintenant, je redescends. Et là, en fin de compte, j'essaie d'aligner. Voilà. Et puis, je vais pouvoir faire pivoter comme un petit peu. Juste un petit peu, voilà. Hop, pas trop. Alors. C'est vrai que je me demande si en fait un 4 arrêts médium, ce dont je n'avais pas besoin jusqu'à présent, eh bien ça aurait été l'idéal en fin de compte. Ça m'aurait permis de descendre légèrement en dessous. Ce que je vais faire, c'est que du coup, parce que j'ai pas envie de trop éclairer, on perd de la lumière hein, de toute façon, c'est évident. Voilà, juste ça comme ceci. Je suis toujours à F11, mais je suis à 1/8 de seconde. Hein. Donc voilà ce que l'on a. Si je regarde les exifs avec l'histogramme, ça va, j'ai du détail dans les noirs. Par contre, apparemment, eh bien, ça touche dans les blancs. Donc je vais activer l'alerte pour voir où est-ce que ça touche dans les blancs. Ouais, un petit peu dans l'eau là, mais attention, c'est l'alerte du JPEG. Donc ça veut dire que dans le rouge, je pourrais le récupérer, je pense. Et après, c'est quand même un petit peu chaud en haut. Ce que je vois, c'est que le nuage est en train de bouger latéralement, comme ceci. Donc petit à petit, ça va le couvrir là, le nuage. Donc je ne suis pas trop inquiet par rapport à ça. Il suffit juste d'attendre. En tout cas, ce que je vois, hein, c'est que d'un point de vue composition, ça me plaît assez. Ça me plaît même pas mal du tout. Et cet arbre là-haut qui est assez intéressant. Hein. Alors c'est marrant parce que je viens à utiliser en fin de compte le trou en bas. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça va attirer trop le regard ce trou. Mais du coup je vais passer à 4 par 3 au lieu de 1-1. Voilà. Et je pense qu'effectivement le trou sera de trop. Et si je descends
de trop. Est-ce que la partie en bas, il se passe rien. Si je fais cette photo là, tu vas voir, la partie en bas, il se passe rien du tout. C'est juste de l'eau. Même moi, à l'œil nu, c'est relativement sombre. Je peux essayer de voir si avec le polarisant, je peux essayer de récupérer certains détails. Alors, voilà, juste un petit peu. Il ne faut pas trop de luminosité. Je pourrais en avoir plus que ça, mais c'est plutôt pas mal à la limite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quand même le ciel qui est. C'est comme si le 4 arrêts dur, c'était trop. C'était trop, mais je peux pas faire autre chose. 3, on a vu que c'était pas assez. Donc je vais attendre encore un petit peu, mais du coup je vais réessayer avec le 3 en dur. Médium, il est où le dur? Voilà, le 9 dur. Le 9 dur, il est là. Hop. C'est bon, hein, un 9 dur. C'était la petite blague du jour. Voilà, alors je descends le 3. 3 arrêts durs. Et 3 arrêts durs, très rapidement, en fin de compte, je finis par être à couvrir les arbres, ce qui n'est pas l'idéal. Alors, je t'avoue que j'ai un petit peu mal quand même. J'ai un petit peu mal. Je vais utiliser le sac... le sac de trépied, voilà, pour pouvoir mettre mon genou à terre. C'est toujours important d'avoir une position relativement confortable pour se concentrer bien sur le sujet plutôt que d'avoir constamment à changer de position de corps, etc. Ce qui n'est pas toujours l'idéal. Voilà. Donc là, je suis dans une position relativement confortable. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas à quel point tu arrives à voir. Peut-être que tu ne le vois pas. Et si je te mets là, tu ne verras pas forcément beaucoup plus. Voilà. Là, au moins, tu vois la même chose que ce que moi, je vois. Alors, oui, même si je m'amusais à le faire en inclinant, j'assombris un peu trop avec le 9. Il descend beaucoup trop, même en dur, il descend trop et ça va couvrir les arbres, c'est pas l'idéal. Donc le 9, c'est pas la solution. Voilà, et à peine, ouais, à peine je mets ça, déjà c'est beaucoup mieux. Là, je veux simplement faire attention à ma ligne d'horizon. Voilà, c'est peut-être, est-ce que je peux descendre un poil de plus? Voilà, juste un poil de plus. Et là, si je refais la photo, alors c'est un petit peu, il y a quelques points dans le ciel, il n'y en a plus trop dans l'eau, donc du coup c'est pas un souci, ça je vais pouvoir le récupérer après coup dans Photoshop. C'est quelque chose aussi qu'il faut que tu t'entraînes. Très souvent à tous les stages que je propose, au début quand on voit les bases de la photo, je dis toujours entraînez-vous, vérifiez votre matériel, apprenez à comprendre la capacité, les limites de votre appareil, aussi bien l'objectif, mais que l'appareil lui-même. Et là, c'est aussi de comprendre les alertes que vous avez sur votre live view, à quel point vous pouvez récupérer en fin de compte les blancs une fois dans Lightroom ou Photoshop ou le programme que tu utilises. Mais ça, il faut connaître la différence de l'alerte JPEG avec la limite du JPEG par rapport à celle du RAW. La scène me paraît bien et j'ai des détails, c'est super net apparemment, hein. C'est super net et même au loin, je regarde, je vois pas, j'ai pas l'impression de voir de transition, donc mon filtre est positionné correctement. J'aime bien la silhouette des deux arbres qui sont en haut Voilà, c'est vraiment pas mal. Je crois qu'on pourrait aussi jouer sur... je crois que je vais même m'asseoir complètement, plutôt que d'être à genoux.
décidément, j'ai plus 20 ans. Je suis pas vieux, hein, j'ai juste d'avoir 40 ans. Mais j'ai plus 20 ans. Et c'est vrai que d'être à genoux, accroupi pendant longtemps, c'est pas l'idéal. Et là, il y a de la boue. Donc du coup, ben, je mets ma cape habituelle. Voilà. Pour une fois, il pleut pas. J'ai pas besoin de, en fin de compte de l'avoir sur la tête pour cacher l'objectif. Et je t'avouerai que là, c'est un véritable plaisir. Quand je suis assis comme ça là et j'apprécie la scène, il y a de belles couleurs dans le ciel, c'est absolument magnifique. Je vais essayer de voir avec la balance des blancs s'il y a quelque chose qui serait assez intéressant. Alors ça c'est pas si mal que ça, c'est ombragé. Avec les ouais, ombragé ça nous donne un petit peu de couleur. C'est pas mal du tout. Voilà, là maintenant on n'a plus du tout de luminosité cramée dans le ciel, comme, ou du moins d'alerte comme on avait tout à l'heure. Par contre on a perdu de la luminosité dans la photo, je crains. Ouais, un poil de plus. Alors ce qu'il va falloir faire gaffe, c'est que effectivement je suis à F11. Ce que j'ai envie de voir, c'est et si je descends maintenant à F9, je veux voir, j'ai poussé à F8 et je veux voir la limite de la profondeur de champ, s'assurer que ce soit quand même valable. Donc voilà qui est fait. Du coup, eh bien, j'augmente le temps pour garder une exposition convenable. Là je suis à plus 1. Plus 1 c'est généralement bon sur 5D Mark III ou 5D Mark IV. Là non, c'est un petit peu trop apparemment. Hop. Ah ben c'est vrai que j'ai augmenté, je suis descendu d'un arrêt, je devrais augmenter d'un arrêt, mais j'avais espoir quand même que ce soit un peu mieux. Là c'est très sombre, Si j'affiche l'expo, ouais, je suis encore à la limite, je suis pas encore dans les noirs. Je vais peut-être bouger un poil, mais ce que je veux vérifier c'est... Alors bien sûr je suis net au début, mais ça c'est évident. Ce qui m'intéresse c'est au loin, et au loin c'est relativement sombre. Alors... je crois que je vais faire une combinaison du coup. Je veux vraiment avoir du détail dans le rocher ici. Du coup ce que je vais faire, je vais prendre le 9. J'ai déjà le 4. Je vais prendre le 9 et je vais prendre le 9 en médium. Et j'espère que ça va me permettre d'avoir en fin de compte, juste pour la partie haute de l'image. Juste pour la partie haute. Et le médium, on va voir la transition qu'il va m'offrir. Eh bien écoute, je suis descendu au même niveau que la 4. Au même niveau que la 4. Si je descends encore plus. Non, là je commence à assombrir la vallée, ça va pas. Voilà. Si je fais ça, je reprends la photo. Et écoute, c'est très bien. C'est très bien ce que j'ai là. Juste pour vérifier, l'histogramme effectivement, il est content. Il est content l'histogramme. Je regarde, j'ai du détail dans l'herbe, j'ai du détail dans la mousse, j'ai des détails dans les arbres là-bas au loin. Alors, est-ce que j'en ai moins maintenant que tout à l'heure par rapport à le fait que je sois descendu à F8? On va voir. Voilà, si je regarde celui-là, là. Non, je pense que ça a l'air de se valoir. Là, j'étais à F11, ouais. Ça a l'air de se valoir quand même. Bon, je suis à ISO 800. Hein. ISO 800, c'est sûr que je commence à perdre peut-être un petit peu de flash dynamique. C'est généralement aux alentours de 1600, mais du moment que... Alors, je reviens sur la photo, voilà, c'est celle-ci. Du moment que j'ai assez d'informations lumineuses, le bruit sera réglé. Tu as vu sûrement la vidéo que j'ai faite sur les chevaux que j'ai photographiés en Camargue durant le stage que j'avais organisé au mois de septembre dernier, où il a fallu monter les ISO. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs. J'ai fait une première vidéo sur la retouche, comment j'ai retouché une de mes photos. Alors là, le lien s'affiche maintenant. Et ensuite, j'ai sorti une vidéo de la revue photo, bien sûr. Alors, le lien s'affiche maintenant. Et en fin de compte, j'en ai sorti une autre vidéo il y a quelques jours de ça, juste pour donner davantage d'informations sur le contexte de ces photos, comment elles ont été prises, comment c'est possible de capturer des photos de chevaux en Camargue et d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Si tu n'as pas vu cette vidéo,
parce que j'en ai pas encore parlé dans la newsletter, et bien je t'invite à le faire, et bien ça s'affiche en haut également. Voilà. Alors, écoute, je t'avouerai que je suis assez content de ça, de ce que l'on voit là. Je m'aperçois qu'il y a un léger shift au niveau de la luminosité. Donc je suis en train de regarder le polarisant. Le polarisant m'aide à faire ressortir quand même des détails dans les ombres maintenant, dans cette partie ombre, voilà. À pas trop la voir, mais à la voir quand même un petit peu. Et là, écoute, l'exposition me semble superbe. Elle est très intéressante. Est-ce que je recadrerai ça? Sûrement. Sûrement que je recadrerai ça. Et rien que pour le plaisir, allez, hop, on va passer en carré. Tu vois, je passe d'un à l'autre. Voilà. Bon, ça ne sera pas exactement ça, ça sera un petit peu recadré au-dessus. Mais déjà, tu t'aperçois à quel point on rentre davantage dans la photo. Tu la vois qui s'affiche maintenant. Alors, si tu regardes ça, tu peux te demander, mais est-ce que tu n'es pas intéressé pour avoir un peu plus de détails pour figer? Je pourrais effectivement essayer de figer. Si, pour figer, là, je suis à 1/8 de seconde. 1/8 de seconde, c'est quand même très lent. C'est quand même très lent. Si je voulais figer, il faudrait que je monte. Alors, je suis déjà à ISO 800. Regarde ce que ça va faire. Je vais passer à... Allez, on va passer à 3200. 3200, ça veut dire 2 arrêts au-dessus. 2 arrêts au-dessus, on était à 1/8 de seconde. Et bien, 2 arrêts au-dessus, ça fait quoi? Ça fait 1/16e, ça fait 1/32e. Là, c'est relativement facile. Hop. Voilà, il n'y a pas un 32e, on s'arrêtera à un 30e. Voilà ce que ça donne. Alors, on a encore des détails dans l'eau. On a encore des détails dans l'eau. Est-ce que je préfère entre les deux? Honnêtement, je préfère la première, à 1/8 de seconde. Les lignes sont un peu plus longues que l'autre. L'autre, on commence à avoir des hachures. C'est pas forcément une vitesse que j'aime bien en fin de compte à ce moment-là, quand tu commences à avoir les hachures dans l'eau. Donc du coup, tu vois, il faudrait monter, aller à 6400. 6400 et maintenant pour être à 1/60e de seconde. 1/60e de seconde et boum, je reprends la photo. Et tu vois, on commence encore à avoir des hachures, on fiche toujours pas encore l'eau. Et là, on commence à avoir sérieusement du bruit. Et si je montais, aller à 12 800, et maintenant je suis à 125e de seconde, il y a un tel débit. Regarde, tu vois, ça nous fait des points maintenant. L'eau étant presque en suspension, pas encore tout à fait en suspension. Il faudrait que je pousse davantage, il faudrait que je baisse. On est à F8 et la seule façon de gagner maintenant, ça serait de descendre à 5-6. 5-6 et je vais même descendre à F4. Ça fait 2 arrêts. 2 arrêts que je vais aller plus rapidement maintenant pour les récupérer. On était à 125, ça nous fait 250, ça nous fait 1/500e de seconde. Voilà. Et ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous donne ça. Voilà. Et tu vois que là, effectivement, ça fige l'eau, c'est vraiment pas mal du tout. Mais tu t'aperçois que, alors au niveau de netteté, ah ben, je suis quand même à F4. Je suis quand même à F4, donc il n'y a pas beaucoup de netteté. J'ai perdu énormément de qualité au niveau des 12 800. Donc très rapidement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je reviens à F8. Voilà, F8. Je redescends à ISO 800 et il y a peut-être des chances que maintenant je sois obligé de remonter à ISO 1600, de monter à ISO 1600. Donc on était à 1/8 de seconde. Voilà. Regardons ça, faisons la photo. L'histogramme maintenant. L'histogramme n'a pas bougé, il reste le même. Et c'est vrai que c'est relativement sombre et c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait ce nuage tout au loin, au fond, à l'horizon. S'il n'y était pas, là on aurait quelque chose d'absolument fabuleux. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Eh bien écoute, je crois que je vais plier. J'ai les pieds extrêmement gelés. Et puis on va, comme d'habitude, on rentre au studio et puis on voit ce que l'on peut faire, quelle photo on va garder et comment on peut la travailler. Allez, pour toi, c'est immédiat. Pour moi, c'est à peu près dans 2 heures, dans 2-3 heures.
Alors nous voilà de retour au studio, il est temps pour moi de te montrer la photo que j'ai sélectionnée et le résultat obtenu. Je dois dire que j'ai passé énormément de temps sur cette photo, beaucoup plus que ce que je passe habituellement. Généralement, je passe entre 5 et 10 minutes, pas beaucoup plus que ça. La raison est toute simple, c'est l'utilisation de filtres à la prise de vue fait que le résultat dans l'appareil photo est extrêmement proche du résultat final. Donc après, c'est simplement de jouer avec les contrastes, la netteté et peut-être un petit peu de saturation à la balance des blancs et ça va relativement vite. Là, la luminosité n'était pas très créative et donc du coup, il a fallu un petit peu créer après coup en traitement. Et puis aussi le fait qu'on travaille avec l'eau. Les rochers étaient mouillés, certains d'entre eux, et donc du coup, on a estompé certains reflets en utilisant le filtre polarisant. Mais la scène est relativement large et donc du coup il y a certains reflets qui n'ont pas été affectés par le filtre polarisant et donc du coup ça demande un petit traitement après coup. Donc oui, pas mal d'actions et puis quelques surprises aussi, je vais te montrer. Alors au total j'avais pris 36 photos. Sur les 36 photos en fin de compte j'en ai gardé 2 qui ont fini en tête à tête, en tête de file. Alors, toutes les deux, elles ont été prises à ISO 800, mais celle de gauche a été faite à ISO 800 et f11, celle de droite a été faite à ISO 800 et f8. On pourrait croire que la profondeur de champ va être extrêmement différente, etc. Et donc, du coup, je vais choisir celle de f11. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Cela se voit pas en fin de compte, c'est principalement dû à la distance du premier élément de cette scène par rapport à ma position et donc du coup la profondeur de champ elle est relativement la même dans les deux cas. Non, ce qui a en fait fait la différence entre les deux, c'est pas non plus le cadrage. La différence de cadrage que tu vois ici, en fin de compte, elle est extrêmement minime. Ça, tel que tu le vois là, en fin de compte, c'est l'aperçu d'après l'aspiration que j'avais choisi dans l'appareil photo. Donc bien sûr, une fois que j'importe dans Lightroom et que je vais dans le module de développement, j'ai accès à toute l'information de la photo en entier, pas simplement la zone correspondante à l'aspiration choisie dans l'appareil. Donc non, c'est pas non plus le cadrage. C'est principalement en fin de compte l'arbre ici en haut à gauche. Tu remarqueras que sur la photo de gauche, en fin de compte, l'arbre est juste devant le nuage. Et donc, du coup, quand on va traiter le ciel, eh bien, l'arbre ne va pas ressortir autant. Alors que l'arbre qui est sur la droite, eh bien, lui ressort davantage en ombre chinoise et donc, du coup, il a un peu plus de caractère. Alors, c'est vrai que quand on regarde les deux photos, là, celle de gauche, elle est un petit peu plus lumineuse. Et puis, la balance des blancs, je l'avais changée à un moment donné. Elle est un petit peu plus lumineuse et donc du coup on pourrait se dire meilleure qualité. Mais tu vas voir qu'en fin de compte, il n'y a aucun problème de qualité avec la version que j'ai choisie, c'est-à-dire la version de droite. Alors, allons justement dans le module de développement et comme tu peux voir, alors attends, c'est pas cette photo-là, c'est celle-ci, voilà. Alors comme tu peux voir sur la gauche, eh bien effectivement il y a eu pas mal de traitements de fait sur cette photo dans Lightroom et puis bien sûr dans Photoshop. Alors la première étape bien sûr c'était de choisir mon cadrage. Alors le cadrage, eh bien ça donne ça. Dans la première partie, je t'avais dit que je n'étais pas sûr en fin de compte de ce carré ici, ce carré blanc en bas à droite. J'avais peur qu'il soit beaucoup trop visible, etc. Il est certes visible, mais en fait, j'ai décidé de le garder car je trouvais qu'il apportait une information sur le rocher qui est au-dessus, puisque le rocher tient justement en équilibre sur deux rochers qui sont dessous, et donc ce trou-là nous donne un peu plus de profondeur. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait le cadrage, eh bien, il a fallu s'occuper des couleurs et donc du coup de la température par exemple. Alors, tu vois, réchauffer un petit peu le tout et puis ensuite de la teinte. Alors, je me suis dit, je vais injecter un petit peu de magenta. Voilà, je trouvais le résultat un petit peu trop vert sinon. C'est vrai que la situation dans la réalité était relativement verte, froide et c'est l'hiver après tout et puis il n'y avait pas non plus un super coucher de soleil donc c'était relativement froid mais c'est pas pour autant que je vais me limiter à cette froideur. Voilà. Ensuite, la saturation. Alors, c'est vrai que la saturation, j'aime bien la descendre avant de monter la vibrance. Et tu vas voir que la vibrance, boum, regarde à quel point ça nous donne un coup de vie. Regarde, je reviens à la saturation et là, regarde la vibrance. Boum, ça ressort. Alors ensuite, les hautes lumières. Essayez de baisser les hautes lumières pour récupérer de l'information, aussi bien dans le ciel que dans l'eau ici. Tu remarqueras qu'à ce moment-là, je n'ai pas encore traité le ciel, je n'ai pas utilisé de brosse ou quoi que ce soit. Et pourtant, il y a un phénomène assez curieux dans cette photo. Si je zoome, tu vas le voir.
Je t'avouerai que je ne l'explique pas, hein. Il y a un halo ici autour de cet arbre-là. Alors, généralement, on peut effectivement avoir des halos, ça peut arriver. Généralement, c'est quand il y a une forte contraste, ça peut être lié aux aberrations chromatiques également. Mais ce n'est pas un phénomène comme ceci. C'est relativement dégradé, c'est une transition relativement douce. Donc, c'est très curieux, en fin de compte, ce phénomène. Il est à voir aussi avec les hautes lumières. Le fait d'avoir baissé les hautes lumières, eh bien, ça ne me baisse pas tous les tons en fin de compte. Et il y a des changements de ton ici, et donc du coup, ça me fait ça. Mais c'est assez curieux qu'effectivement, juste autour de cet arbre-là, c'est plus lumineux qu'à peine quelques millimètres à côté. Voilà. Donc c'est très curieux et ça m'aura posé un souci par la suite. Et je m'en suis même rendu compte que c'était très visible après avoir imprimé cette photo que je te montrerai tout à l'heure. Alors, ensuite, je vais dézoomer, je me suis occupé des ombres. Alors, il fallait ressortir légèrement un petit peu les ombres, pas beaucoup, on va faire du local après coup. Et puis les blancs, alors les blancs, j'ai décidé de les remonter, voilà. Hop, ça nous donne un petit peu d'énergie. Ensuite, le fameux filtre gradué. Alors, certes, j'ai utilisé des filtres gradués au moment de la prise de vue, mais dans le cas où on est là, je te l'avais même dit au moment de la prise de vue, à cause de ce nuage ici, eh bien, on va avoir besoin d'utiliser un autre filtre gradué pour récupérer un petit peu de détails dans cette partie-là. Et puis aussi injecter un petit peu de couleur, voilà, parce que ce ciel n'est pas forcément intéressant tel qu'il est là. Voilà. Donc, en gros, je vais essayer de bouger, d'arriver jusqu'ici. Voilà, on va aller jusque là. Voilà le filtre gradué. Je dois dire, j'ai fait tellement de traitements dans Lightroom que Lightroom, pour cette photo, devient relativement lent, même très lent quand on commence à afficher les masques des outils tels que le filtre radial ou la brosse ou le filtre gradué. Voilà. Donc là, je vais faire un grand bond et puis je vais montrer, en fin de compte, on va aller jusqu'où? On va aller jusqu'ici, voilà. Alors, il y a énormément de coups de brosse. Et alors, ça ne m'a pas encore chargé, tu vois. On en est là. Voilà, ici, je me suis aperçu qu'il y avait des aberrations chromatiques, par exemple, ici, là. Donc ça, c'était facile à retirer. Si tu ne sais pas ce que sont les aberrations chromatiques, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Le lien s'affiche en haut, ici. Là, donc, du coup, c'est traité. Ensuite, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour régler un petit peu la correction d'objectif. Bien que ce soit un tilt shift, généralement, il y a, enfin, pas généralement, il n'y a pas de profil, mais j'utilise le profil 24 mm et ça aide un petit peu. Ensuite, si je continue, eh bien, à un moment donné, j'ai eu l'idée d'utiliser un filtre radial dans cette photo et ça n'a pas été une bonne idée en fin de compte. Alors, au niveau des brosses déjà, si je peux te montrer, tu vas voir où c'est qu'elles sont. Toutes les brosses, il y en a un paquet, tu vois, elles sont là. Alors, à quoi elles servent? Eh bien, il y a certaines brosses qui vont me servir à éclairer, à faire du burning ou bien du dodge ou du burning. Alors, le dodge, c'est en fin de compte d'éclairer certaines parties. Le burning, c'est d'assombrir. Et en fin de compte, sur l'eau, là, pour faire ressortir les détails, eh bien, il m'a fallu simplement assombrir les ombres. Et ça m'a permis de récupérer, en fin de compte, les rochers qui étaient derrière. Et donc, oui, je te parlais d'un filtre gradué et c'était pas une bonne idée en fin de compte ce filtre gradué. J'avais décidé de le mettre ici et tu vas voir, ça va apparaître dans un instant. Et ce que ça crée en fin de compte, ça nous crée une lumière et ça devait aider en fin de compte pour la profondeur. Et je me suis aperçu que ça m'apportait un côté négatif dans cette photo que je vais corriger après coup sur la version TIFF de l'image. Alors là, tu vois, ça prend énormément de temps. Voilà, ça y est, ça a enfin chargé. Donc voilà, l'idée c'était d'apporter un petit peu de lumière et de gagner en profondeur. Mais ce que ça a créé, et je m'en suis rendu compte plus au moment de l'impression qu'au développement, c'est que cette ombre-là, enfin cette ombre, c'est-à-dire la partie qui n'est pas éclairée en fin de compte, eh bien, elle ressort beaucoup trop en fin de compte lors de l'impression et j'ai décidé de revoir ma copie après coup. Donc voilà ce que j'ai fait dans Lightroom. Ensuite, au sortir de Lightroom, eh bien, il fallait aller dans Photoshop. Alors, je vais te montrer ce que ça donne dans Photoshop. Voilà que ça charge. Voilà. Donc, j'ai ce résultat là. Et une fois que j'ai eu ça, eh bien,
j'ai commencé à sortir des choses. Alors, tu remarqueras, voilà, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout plein de petits points blancs, des reflets qui attiraient l'œil. Ici, là, ça en est d'autres. Alors, attends, hop, voilà. Ça celui-ci, ça en est d'autres. Là, le 3, c'est simplement un reflet ici, un reflet d'eau, voilà, que j'ai traité. Ensuite, j'ai voulu régler ce fameux problème ici de cet arbre avec ce halo là qui est vraiment embêtant et très visible lors de l'impression. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai utilisé en fin de compte une courbe de niveau. Et cette courbe de niveau, en fait, tu peux t'apercevoir que j'ai utilisé un masque. Donc, il y a toujours un masque de fusion ici, et sur ce masque de fusion, ben, pour te montrer en fin de compte, voilà le traitement que j'ai fait. Alors ça a été utilisé différentes techniques dans Photoshop pour pouvoir avoir un filtre exact sur la partie qui m'intéressait. C'était pas forcément simple, mais bon, ça a été l'histoire de 10 minutes à peu près. Ensuite, l'autre, alors celui-ci, le 5, ça a été en bas en fin de compte. C'est cette fameuse trouée en bas ici que j'avais assombri donc dans Lightroom, mais il y avait une sorte de jet ici, et ce jet là était relativement lumineux tel qu'on est là, même si on l'assombrit, ça faisait vraiment quelque chose de très curieux, ça attirait l'œil, et donc du coup j'ai décidé de le sortir. Ensuite, la dernière chose que j'ai faite, eh bien je l'ai faite après même avoir commencé à imprimer. C'est concernant cette partie-là. Alors je vais dézoomer pour te la montrer en entier cette photo, et c'est cette eau en bas, dans ce carré. C'est complètement naturel, mais ça fait énormément de contraste en fin de compte. Ça fait un 8 couché, c'est très curieux, on dirait même un visage. Et donc ça a attiré trop le regard lors de l'impression que j'ai décidé de revoir la copie et de modifier ça. Et du coup, j'ai transformé en quelque chose qui s'apparente plus à ce qu'il y a derrière. Et donc du coup, ça attire quand même moins le regard. Alors, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je suis retourné dans Lightroom, bien sûr. Et dans Lightroom, eh bien, en fin de compte, j'ai fait d'autres actions. Alors, les autres actions que j'ai faites, ça a été de corriger cette fameuse ombre que j'avais ici avec ce filtre radial. Hop, voilà. Et puis, en fin de compte, je crois que c'est tout. J'ai éclairé un petit peu plus. J'ai fait plein de brosses ici sur le côté. Et donc, voilà le résultat. Donc, cette photo, bah, je te l'affiche voilà, en grand. Et comme je te disais, je l'ai donc imprimée. Alors, je l'ai imprimée sur 2 papiers différents. J'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Là, en fin de compte, ça donnera absolument rien à la vidéo, mais c'est juste pour te montrer comme ceci. Ça, c'est sur un papier mat. Alors, je vais essayer de voir. Est-ce que si je peux te l'afficher comme ceci, je suis sûr qu'à la vidéo, ça donne rien. Je ne peux même pas l'incliner puisque c'est un papier mat et donc du coup, il n'y a pas de reflet et le résultat est tel qu'il est là. Et ensuite, mais le résultat, je dois dire, est très bien. Il me plaisait bien. J'étais pas sûr si le mat allait manquer de contraste ou quoi que ce soit. Et en fin de compte, non. C'est une image très jolie et ça rend bien. Et ensuite, je l'ai imprimé sur du papier Barita. Le papier Barita, c'est un papier qui est comme un lustre, mais pas très brillant, et il a une légère texture celui-ci, et donc celui-ci il y a un petit peu plus de punch on va dire que le papier mat, spécialement dans les rochers qui sont mouillés là-bas, mais bien sûr étant un papier, pas un filtre, un papier brillant, tu vois, ça brille quand même un petit peu, voilà. Mais en tout cas, je suis relativement satisfait de cette photo. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire dessous de toute cette vidéo. Est-ce que ça t'a plu? Je sais que c'est sûrement un peu lent, non pas lent, mais un peu long comme vidéo. J'apprécie ça, mais apparemment, la dernière fois, tu as apprécié la vidéo que j'avais faite dans les Pantlones, qui était longue, elle aussi. Toute cette approche de composition, etc., et d'utilisation des filtres et tout. Et puis te montrer comment j'édite cette photo au final. Donc dis-moi tout ce que tu en penses de ça dans un commentaire s'il te plaît. Et en attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!